tout le processus de concertation et de négociation, on négociera jusqu'au bout pour éviter que les générations qui vont être en transition d'un système à l'autre soient pénalisées. On plaide pour qu'il y ait une phase de transition qui fasse que les 10 ou 15 premières générations soient peu ou pas impactées négativement par la réforme, ce qui permettrait de sécuriser ceux qui ont fait déjà une grande carrière dans les systèmes existants. Et puis on demande des chantiers pour certains secteurs qui pourraient être pénalisés par le système par points et d'ouvrir des négociations dans ces secteurs, que ce soit dans des entreprises ou dans des ministères. Ce système tel qu'il est fabriqué, parce que Jean-Paul Delevoye a beaucoup travaillé, c'est un système qui est simple à comprendre, puisque justement c'est la vertu au moins d'un système unique, c'est qu'on comprend facilement toutes les catégories, quel que soit le parcours, auront le même nombre de points. Et je disais, si on était en 45 en train de fabriquer le système de protection sociale, et si c'était le volet retraite, on pourrait dire c'est pas mal. Mais le problème, c'est que pour nous, à l'UNSA, on n'est pas en 45, qu'il y a les 42 régimes existants et qu'il faut passer de l'un à l'autre et que l'affaire, du coup, devient beaucoup plus compliquée pour éviter qu'il y ait des personnes qui pâtissent ou qui soient les perdantes de cette réforme. C'est égalitaire puisque, quel que soit le statut, quand on gagne 100 €, on a des points et ces points seront transformés de manière égalitaire en pension de retraite ensuite. Donc ça, c'est très bien. Mais l'égalité n'est pas forcément l'équité. C'est-à-dire que sur cette base de système égalitaire, il faudra refabriquer de l'équité derrière, notamment parce qu'il y a des écarts d'espérance de vie une fois qu'on est à la retraite, en fonction des métiers qu'on a exercés. C'est très marqué. Et donc, il faut trouver les moyens soit de permettre que l'espérance de vie soit la même pour tous, donc avoir des actions de prévention avant, pendant la carrière, soit il faudra des éléments de compensation pour permettre à certains de partir plus tôt ou d'avoir des bonifications permettant de partir plus tôt pour qu'on ait ce système égalitaire mais qu'il soit équitable et juste. Je pense que les nouvelles générations ont été malheureusement éduquées au fait par l'environnement, hein, pas seulement par leurs parents ou l'école, mais par l'environnement, ont été élevés au son de « vous n'aurez pas de retraite ». Bon. Et du coup, à partir du moment où les jeunes ne croient plus dans le système de retraite par répartition, qui signifie que ceux qui travaillent payent la retraite de ceux qui sont à la retraite, c'est ça le système de répartition et c'est ça la solidarité intergénérationnelle. S'ils finissent par ne plus croire au système de retraite par répartition, eh bien, ils pourraient décider, un jour ou l'autre, de ne plus vouloir payer pour ceux qui sont à la retraite. Et pour éviter ce crack de notre système de retraite, on a intérêt à recrédibiliser auprès des plus jeunes le système de retraite. Le fait que cette réforme, si elle aboutit, soit simple, facile à comprendre, prenne en compte les nouvelles réalités du monde du travail, ça pourrait être un argument pour ces jeunes générations. Voilà. Mais il faudrait par ailleurs qu'il y ait tout ce que demande l'UNSA pour qu'on fasse quand même les transitions pour les générations qui sont déjà engagées dans leur carrière. L'UNSA aura un message très clair, c'est d'abord des exigences sur le calendrier. Il faut qu'on ait un calendrier très précis de cette mise en œuvre de la réforme. Nous, on plaide pour qu'au premier trimestre 2020, il y ait la connaissance de l'avant-projet de loi. On plaide pour qu'il y ait une phase de négociation de l'avant-projet de loi entre maintenant et janvier, février 2020. On plaide pour qu'ensuite il y ait, parallèlement au travail parlementaire autour de la loi, on plaide pour qu'il y ait l'ouverture de chantier pour faire les transitions entre les régimes vers le nouveau régime, qu'il y ait des négociations même qui s'ouvrent dans certains secteurs professionnels, dans certaines entreprises, certains ministères, parce que il faut rassurer, c'est une réforme qui est très anxiogène, et on a tout un tas de gens qui ne peuvent pas être ceux qui sont les punis de la réforme. Donc il y a des négociations à mener au-delà même du projet lui-même. L'UNSA aura un avis à ce moment-là sur l'économie générale de la réforme. On n'en a pas un ni arrêté ni définitif aujourd'hui parce qu'on attend d'avoir la construction de cet avant-projet de loi. Pour l'instant, on a des préconisations. C'est la négociation et la discussion qui nous permettront d'avoir un projet qu'on pourra juger à ce moment-là. Les partenaires sociaux sont à nouveau associés, crédibilisés et responsabilisés. Ça, c'est une bonne chose, même si on attend non seulement que ça se confirme, mais que ça se concrétise par le fait qu'on soit entendu, pas seulement écouté, mais déjà ce qui semble être un tournant est quelque chose qu'on juge positivement. Parallèlement, il y a aussi une consultation citoyenne sur la retraite. Nous, on a posé une limite à cette consultation. Je trouve ça très bien, je vais dire pourquoi, mais on pose une limite, c'est qu'on ne part pas de zéro. Il y a eu déjà des discussions avec les préconisations et que donc il ne faut pas qu'on donne le sentiment, y compris aux Français, qui vont fabriquer eux-mêmes le projet de loi qui a déjà été
pour certains éléments bien avancés. Mais ça peut être une bonne occasion, parce que c'est un grand sujet de société, qui est une appropriation des problématiques de solidarité intergénérationnelle, j'en parlais tout à l'heure, de fabriquer la protection sociale des années qui viennent. C'est l'occasion d'un débat dans la société qui ne nous gêne pas, pourvu qu'on soit et qu'on continue à être respecté comme des acteurs majeurs en tant que partenaires sociaux. Le président de la République, en ayant au début du quinquennat en tout cas, voulu contourner les corps intermédiaires, les partenaires sociaux, les grandes associations, y compris même parfois les élus de proximité, a créé un contact direct avec des individus, des citoyens. Il n'a pas été étonnant de voir que ceux qui avaient des souffrances à exprimer l'expriment très directement et très directement vis-à-vis de lui. C'est le revers de la médaille du contournement des partenaires sociaux et des corps intermédiaires. Ce qui est vrai, c'est que ça montre une souffrance dans le pays, de ceux qui sont inquiets pour l'avenir, qui portent des questions sur le fait que la justice sociale et l'écologie doivent être travaillées en même temps, parce que sinon on n'arrivera pas à répondre aux bouleversements économiques, technologiques, écologiques, s'il n'y a pas un sentiment et une réalité de la justice sociale qui soit travaillée en même temps. Pour ce qui est des rapports sociaux dans le pays, ça a une vertu, c'est qu'au moins le gouvernement et le président de la République ont compris que peut-être c'était important qu'il y ait, dans une démocratie représentative, des syndicats, des organisations patronales, des associations, qu'on puisse travailler. Et ça interroge, donc ça c'est ce qu'on espère être un virage qui permettra qu'on soit remis en situation de pouvoir agir en tant qu'acteur de la démocratie et de la démocratie sociale. Mais ça aussi révéler cette crise des Gilets jaunes, ou ce mouvement des Gilets jaunes, des besoins de démocratie de proximité. Et nous, à l'UNSA, d'ailleurs, on s'était interrogé. On a une structuration interne qui nous permet de répondre peut-être à ce besoin, puisqu'on laisse nos équipes de terrain en liberté dans la capacité qu'ils ont à négocier et à agir, même si on les conseille, même si on les conforte, mais il y a ce besoin de proximité qu'on a bien repéré. Il n'y a pas de crise de légitimité, les syndicats ne sont pas remis en cause, y compris par les Gilets jaunes. D'ailleurs, je constate que c'était un mouvement social, mais qui est devenu un mouvement politique, et qui n'a pas cherché à remplacer les syndicats, puisqu'il s'est réuni, enfin ce mouvement s'est réuni sur les ronds-points. Ils ne se sont pas réunis devant les entreprises, devant les sièges des organisations patronales, devant les chambres de commerce et d'industrie. Ils ont visé un rapport direct avec le pouvoir en place, et sur des questions à la fois politiques d'un côté et pour certaines questions sociales. Donc ils étaient plus des acteurs politiques que des acteurs sociaux finalement. Et deuxièmement, les syndicats ne sont pas en si mauvaise santé que ça, parce que le mouvement des Gilets jaunes, quand il était au plus haut, devait rassembler 200 ou 300 000 personnes. Les syndicats réunissent chaque année 2 500 000 adhérents, ce qui est plus que tous les partis politiques réunis, y compris ceux qui ont des adhésions gratuites. On a un taux de participation aux élections qui est très correct, souvent très supérieur aux élections politiques, donc on a une légitimité. En revanche, il y a une crise pour le syndicalisme de l'utilité, et notamment pour ceux qui sont éloignés du syndicalisme. Je pense aux femmes seules, je pense aux plus précaires, je pense aux intérimaires, je pense à ceux qui sont dans des parcours où le salariat est en train de bouger, où il y a ce qu'on appelle les travailleurs indépendants. Et il y a un vrai défi pour le syndicalisme pour répondre à ces salariés et pour prouver l'utilité du syndicalisme dans ce moment. On peut défendre sans s'opposer. Il y a énormément d'acquis sociaux dans le pays qui ont été le fruit de compromis entre plusieurs forces politiques républicaines et de compromis souvent avec, y compris, les forces sociales et les partenaires sociaux, le patronat et les syndicats. Il y a beaucoup de choses qu'on estimait des acquis sociaux qui sont le fruit d'abord de cette pratique du compromis et de la négociation. Alors parfois il faut des rapports de force, parfois il faut faire des actions, parfois il faut fabriquer des arguments, parfois il faut défiler dans la rue, mais l'objectif c'est d'aboutir. L'objectif, c'est pas seulement de contester pour contester ou de défiler en ayant par ailleurs, en donnant l'image à des salariés qu'on est dans un mouvement qui finalement est politisé. On voit bien que les salariés pensent que les syndicats peuvent être, parmi les problèmes qu'ils peuvent avoir, c'est qu'ils sont trop politisés. Nous, on essaie d'éviter ça. On a des valeurs, on est des républicains, on défend la République, mais on essaye d'être dans notre rôle. Notre rôle de syndicat, c'est pas le rôle d'un parti politique. Dans l'histoire du syndicalisme, en tout cas au début du XXe siècle, il y avait une collusion encore plus forte qu'aujourd'hui peut-être entre des mouvements syndicaux et des mouvements politiques qui pouvaient se considérer comme cousins. Moi je pense qu'aujourd'hui le syndicalisme il doit porter l'intérêt général des travailleurs, et il doit avoir comme objectif d'aboutir. Il ne peut pas attendre, le syndicat, une alternance politique.
Il ne peut pas se dire je vais négocier avec celui-là mais pas avec celui-là parce qu'il me plaît moins. Tous les élus, pourvu qu'ils soient dans l'arc républicain, sont légitimes. Et nous, on est légitimes pour parler avec eux. On ne peut pas avoir une double peine pour les salariés. C'est-à-dire, a priori, ne pas être d'accord avec un projet ou un gouvernement parce que visiblement la politique qu'ils mènent n'est pas favorable aux salariés et en plus dire qu'il suffit d'attendre qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive. Non, pendant ce temps-là, il faut agir quand même.